On se réveille un petit peu en Europe avec la gueule de bois depuis quelques années. Il y a eu la succession des administrations Trump, il y a eu la guerre en Ukraine, aujourd'hui il y a la guerre commerciale, la politique des tarifs. Tout ça nous fait prendre conscience de nos fébrilités, de nos fragilités. Et la souveraineté, c'est un mot valise qu'il faut apprendre à connaître. En tout cas, voilà, on en parle beaucoup. Qu'est-ce que recouvre exactement cette thématique pour vous chez Tikeo ? Aujourd'hui, on cherche à se réapproprier les chaînes de valeur, à réinvestir dans des savoir-faire. Et de notre point de vue chez Tikeo, c'est probablement le source d'une méga tendance de performance de long terme pour l'investisseur. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans ce tout nouveau format proposé par Tikeo Capital consacré à une thématique devenue incontournable, la souveraineté européenne. Depuis 2 ans, vous le savez, l'Union européenne a mobilisé des centaines de milliards d'euros pour réduire ses dépendances stratégiques, que ce soit dans la défense, dans la technologie, dans l'énergie, les infrastructures ou encore les médicaments. Alors la grande question aujourd'hui, c'est notamment pour les investisseurs, est-ce que c'est un bon point d'entrée pour rentrer effectivement sur cette thématique ? Est-ce déjà une méga tendance ? Sur quel secteur ou quelles entreprises faut-il investir ? C'est la question qu'on va poser à un expert, notre invité Raphaël Thuin. Bonjour. Bonjour Fabrice. Vous êtes responsable des stratégies de marché de capitaux chez Tikeo Capital. Tikeo Capital qui travaille depuis plusieurs années sur ce sujet justement. Première question très simple, Raphaël. Cette thématique, cette question de la souveraineté, elle revient fortement aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé en Europe ? Oui, c'est un sujet d'actualité, c'est une méga tendance, vous avez dit le mot. On se réveille un petit peu en Europe avec la gueule de bois depuis quelques années. Il y a eu la succession des administrations Trump, il y a eu la guerre en Ukraine, aujourd'hui il y a la guerre commerciale, la politique des tarifs. Tout ça nous fait prendre conscience de nos fébrilités, de nos fragilités, de notre dépendance vis-à-vis du monde extérieur, de certains grands acteurs qui ne sont pas très amicaux à notre égard. Et cette prise de conscience, elle est aujourd'hui très forte de la part des gouvernements, de la part de la société dans son sens large. Et elle s'accompagne aussi de plans de déploiement de capitaux. Aujourd'hui, on cherche à se réapproprier les chaînes de valeur, à réinvestir dans des savoir-faire. Encore une fois, des centaines de milliards déployés. Et de notre point de vue chez Tikeo, c'est probablement le source d'une méga tendance de performance de long terme pour l'investisseur. Ouais, vous parlez de gueule de bois. La prise de conscience, elle date de la guerre en Ukraine, elle date d'avant, du Covid. Est-ce qu'on peut chiffrer ce basculement ou ce sursaut de l'Europe ? Oui, ça a été une succession finalement d'événements dans la géopolitique qui a vraiment mis à nu nos différentes fébrilités, nos fragilités sur certains secteurs stratégiques, des secteurs stratégiques qui ont trait à notre souveraineté. Vous en avez cité quelques-uns, vous avez raison, mais dans la défense, l'industrie, la pharma, aujourd'hui, l'alerte est grande, l'urgence est grande, il faut renforcer notre résilience. Ouais, la souveraineté, c'est un mot valise qu'il faut apprendre à connaître. En tout cas, voilà, on en parle beaucoup. Qu'est-ce que recouvre exactement cette thématique pour vous chez Tikeo ? Comment on va la catégoriser ? Alors effectivement, on a lancé un fonds Tikeo European Sovereignty Fund qui investit dans 5 thématiques liées à la souveraineté. Il y a d'une part la défense, évidemment, c'est incontournable, un vecteur de souveraineté très fort, mais aussi les infrastructures, l'autonomie en matière de santé, la pharma, l'autonomie en matière industrielle et la compétitivité digitale, la tech. Et c'est ces 5 grandes industries qui vont définir notre univers d'investissement, qui ont trait à la souveraineté et qui doivent voir par ruissellement l'impact de ces grands plans de déploiement de capitaux pour les grands acteurs des filières. Ouais, si on regarde au niveau macro, on a l'impression que la prise de conscience, elle se fait au niveau européen également par grands pays. On a vu l'Allemagne notamment qui a réagi avec des grands plans. On parlait de centaines de milliards d'euros pour le coup. C'est le cas, hein, ça va sûrement se produire dans les années à venir. Oui, tout à fait. On voit des plans à l'échelle européenne et on voit effectivement des plans à l'échelle nationale aussi. Dans le cas de l'Allemagne, vous avez raison d'en parler, il y a eu en particulier l'annonce de ce grand plan dédié à la défense et à l'infrastructure de 500 milliards d'euros. Donc un montant colossal. Quand on regarde à l'échelle européenne aussi, de grandes annonces ont été faites. Il y a ce Repower EU Act qui cherche à renforcer la résilience énergétique et favoriser la transition énergétique du continent avec 300 milliards d'euros.
Il y a le Innovation Act avec 373 milliards d'euros. On va parler aussi du Chips EU Act, désolé, c'est que des anglicismes, mais c'est leur nom, au sujet des semi-processeurs. Donc effectivement, des grandes industries où aujourd'hui, il y a une volonté de mobiliser les budgets, des montants qui sont faramineux, qui vont se déployer sur les années, les décennies à venir et qui donnent beaucoup de perspectives en termes de chiffre d'affaires et de croissance aux grands acteurs de chacune de ces industries. Ouais, donc beaucoup d'argent qui est déployé et forcément des pans entiers de l'économie qui vont en profiter, vous nous l'avez dit, dans différents secteurs. J'ai une question préalable avant de rentrer justement dans le détail de ces secteurs et peut-être des opportunités. Est-ce que ça va suffire ? C'est vrai qu'on parle de centaines de milliards, mais à côté, on a des géants. On a non seulement les États-Unis, c'est des milliers de dollars pour le coup. La Chine, c'est à peu près pareil, qui est industrie pour leur défense, pour leur activité commerciale. On a évidemment la Russie qui est partie dans une économie de guerre. Est-ce que face à ces nouvelles menaces, qu'elles soient commerciales ou armées, ça va suffire ? Alors c'est une très bonne question et on jugera d'ici quelques années. On prend le parti de ne pas être trop cynique vis-à-vis de cette prise de conscience. Aujourd'hui, l'Europe se mobilise. On parle de montants de capitaux qui sont très significatifs, avec des capacités budgétaires qui existent. Alors, elles existent au niveau de l'Allemagne, évidemment, d'une part, mais elles existent aussi au niveau européen. On sait que la mutualisation de l'effort, la mutualisation de la dette donne des marges de manœuvre, deuxième aspect. Et puis, troisième aspect, il y a cette volonté de faire appel à l'épargne privée. Ça, c'est un mal qui ronge l'économie européenne. Aujourd'hui, on a besoin d'une mobilisation de capitaux privés tout autant que des capitaux publics. Et ça se fait aussi à travers non seulement une volonté politique, mais aussi cette capacité d'offrir des produits qui vont investir dans les différentes thématiques. Donc on ne va pas être trop cynique. Et puis globalement, pour les investisseurs dans l'histoire, se mettre dans le sens du déploiement budgétaire, du déploiement fiscal, du stimulus. Globalement, ça a été historiquement une source de performance. Donc accompagner cela à travers la défense, l'infra, la pharma et d'autres, potentiellement pour l'investisseur sur le long terme, on doit pouvoir imaginer des sources de performance. Oui, ça va devenir presque un acte patriote d'investir dans notre défense. Un fonds de défense vient d'être créé d'ailleurs par la BPI, mais on va se concentrer évidemment sur le fonds que vous proposez. Alors, une autre question, c'est pourquoi investir maintenant dans cette thématique ? Vous l'avez dit, depuis ces annonces, notamment de l'Allemagne en début d'année ou l'année dernière, on a vu certaines actions, certains pans, notamment dans la défense, qui ont complètement flambé. Certains peuvent se dire, mais on a raté le train, c'est déjà trop tard. Alors effectivement, sur la défense, on peut évidemment argumenter qu'une partie de la performance est derrière nous. Ça a été un vecteur de performance extraordinaire. On fait le pari qu'on est vraiment sur une méga-tendance long terme et qu'on est au début de cette méga-tendance. On a parlé de ces plans de déploiement de capitaux, ils sont massifs. Vous prenez les grands acteurs de la filière, leurs carnets de commandes sont pleins sur 5, 10 ans, voire plus. Vous prenez Dassault, par exemple, Dassault Aviation, les commandes de Rafale s'élèvent à plus de 240 appareils aujourd'hui dans le carnet de commandes. On va voir si la commande avec l'Inde va se matérialiser. Mais donc l'Inde, on parlait de 100 appareils, 240 appareils fermes dans le carnet de commandes. En 2024, Dassault produisait 21 Rafales. Donc là, on est à plus de 10 ans de carnet de commandes et un carnet de commandes qui se remplit, qui s'accélère. Et ce qu'on dit sur Dassault, c'est vrai d'ailleurs sur Airbus, sur son carnet de commandes, 11 ans, je crois, de carnet de commandes d'attente, et sur les différents acteurs de la filière. Donc, on a cette capacité de se projeter sur le très long terme. Ça, c'est quelque chose qui est propre à la défense et qui est très attractif pour l'investisseur. Et au même moment où ces carnets de commandes explosent, on voit aussi un accroissement des marges. Et ça, c'est intéressant. Non seulement on est sur un accroissement de l'assiette opérationnelle et de la cadence, mais aussi un accroissement de la profitabilité. Comment ça s'explique pour ceux qui nous regardent ? Il y a un effet pricing power. Ces sociétés sont en capacité de dire, voilà, vous voulez mon produit, on sait qu'il est technologiquement avancé, donc je vous le vends plus cher demain ? Exactement, c'est exactement ça. Face à cette avalanche de demandes aujourd'hui, les industriels doivent prioriser et ont cette capacité d'augmenter leurs prix. Un bon exemple que beaucoup mentionnent, c'est Rheinmetall. Oui. Rheinmetall, c'est donc ce champion allemand de l'armement. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, son chiffre d'affaires, c'est environ 10 milliards d'euros. Il y a 3 ans, on était plutôt à 5 milliards d'euros. Donc on a doublé en l'espace de 3 ans. L'entreprise anticipe d'ici 2030 un chiffre d'affaires qui va monter à 40 milliards d'euros. Donc x4 en quelques années, d'une part. Et puis d'autre part, ces marges qui s'établissaient aux alentours de 11-12% sur cette période doivent pouvoir augmenter jusqu'à 15%.
Donc là, on voit bien la méga tendance. On est sur une explosion de chiffre d'affaires, une explosion de profitabilité. Alors vous me direz, cher ami, ça vient probablement à un coût. Quel est le prix? Quelles sont les valorisations? Alors, les valorisations, elles se sont renchéries, c'est une certitude. Mais quand vous les comparez, par exemple, au secteur de la défense aux États-Unis, elles restent globalement assez contenues. Je vous donne quelques chiffres juste pour illustrer. Les croissances bénéficiaires des entreprises en Europe sur la défense de 2024 à 2027 sont attendues en hausse de 30%, donc beaucoup de croissance bénéficiaire. Aux États-Unis, sur la même période, on est plutôt à 11%. Donc on va avoir 3 fois plus de croissance bénéficiaire en Europe sur la défense qu'aux États-Unis sur la défense. Et malgré cela, vous avez des valorisations qui sont certes chères pour la défense en Europe, mais moins chères qu'aux États-Unis. On s'échange à 28 fois en Europe plutôt que 30 fois aux États-Unis. Donc finalement, on se dit que sur ce type de méga tendance, de méga croissance, on risque de voir encore perdurer un potentiel de performance sur le long terme. Alors, c'est assez clair sur la défense, puisque effectivement, les budgets sont là, l'Allemagne accélère, la menace est pratiquement à nos portes. En tout cas, voilà, si vis pacem, parabellum, comme on dit. Si vous souhaitez éviter la guerre, il faut se préparer. Si vous souhaitez la paix, il faut se préparer à la guerre. Je vais y arriver. Sur d'autres secteurs, c'est moins évident, et pourtant, vous dites que ça va infuser, et ça fait partie de cette stratégie de souveraineté européenne, notamment les infrastructures. Expliquez-nous. Aujourd'hui, on parle beaucoup de défense. Mais finalement, on n'est pas nécessairement sur une thématique pure défense. Ça va bien au-delà. Le symbole même de cette thématique de souveraineté, c'est la défense aujourd'hui. Mais que se passera-t-il demain si on perd accès aux puces Nvidia, par exemple, ou si Taïwan est envahi et que TSMC ne peut plus fournir ses clients? Que se passe-t-il si la guerre tarifaire se met à impacter certaines industries, si on perd accès à certaines denrées? Pareil sur la technologie et donc sur les infrastructures. Tout ça fait penser qu'en fait, ce qui se passe aujourd'hui sur la défense pourrait très bien se passer demain sur d'autres thématiques de souveraineté. Et donc, c'est aujourd'hui probablement un bon moment pour anticiper cette tendance. Sur les infrastructures, on est vraiment au cœur de cette souveraineté. Et un bon exemple, c'est le plan allemand dont on parlait tout à l'heure, 500 milliards sur la défense, certes, 500 milliards sur la défense et les infrastructures. Elles sont au cœur du jeu de souveraineté, elles sont au cœur de cette idée de réindustrialisation de l'Europe. Et donc, la bonne nouvelle, c'est qu'en Europe, on a des grands champions européens, Vinci en est un, Eiffage et d'autres, qui vont voir des carnets de commandes dérivés du plan allemand et d'autres. Et là encore, on doit pouvoir estimer qu'à un moment où les valorisations ne sont pas très excessives sur le secteur, on puisse avoir des relais de performance. Et puis Raphaël, il y a d'autres secteurs dans lesquels on entend parler de souveraineté. Énergie, la tech également, souveraine. On aimerait avoir un champion de l'IA. Là, on semble un petit peu court par rapport au montant gigantesque investi outre-Atlantique notamment. Tout à fait. Et dans cette thématique de prise de conscience, là aussi sur la technologie, on est sur une vraie thématique de prise de conscience. On prend conscience qu'effectivement, ces puces électroniques, la capacité d'avancer sur l'IA, d'être indépendant sur le cloud, sont vraiment des thématiques d'investissement. Ce sont des actifs stratégiques. C'est une nécessité aujourd'hui pour les pays européens de s'outiller, de se rendre plus indépendants, plus résilients. Et la bonne nouvelle, même si on n'en a pas assez, on a quand même quelques grands champions de la tech en Europe. Vous prenez par exemple ASML, une très grande compagnie qui est leader sur la lithographie du silicone qui permet de fabriquer des puces. Tout ça est assez technique, mais on est sur un quasi-monopole sur une thématique qui est au cœur de la thématique IA et au cœur de la thématique de l'infrastructure autour de l'IA, avec donc un très grand champion européen qui a plus de 30% de marge et qui a eu d'ailleurs des performances boursières ces dernières années assez chaotiques. Donc là, on parlait de points d'entrée sur le long terme, potentiellement, évidemment, pas de recommandation d'investissement, chaque cas est idiosyncratique, il faut faire l'analyse, mais on sent bien qu'on a des champions qui doivent pouvoir tirer parti de ce type de tendance. Alors justement, on va rentrer dans le détail de ce que vous faites chez Tikehau. Premièrement, ce n'est pas nouveau pour vous cette thématique, vous y travaillez déjà depuis plusieurs années. Oui, alors la thématique de souveraineté chez Tikehau, elle est vraiment cœur à ce qu'on fait. On a lancé notre premier fonds sur la défense et l'aérospatiale en 2020. Souvenez-vous, 2020, c'est le Covid, les avions sont cloués à terre. Et donc, il y avait une nécessité de réinvestir dans la filière
en particulier de permettre une consolidation de la filière. La base industrielle et technologique de défense, elle est très fragmentée, plus de 4000 entreprises sur lesquelles ces grands donneurs d'ordre se reposent. Et donc, ça a été clairement un véhicule qui a permis cette consolidation du secteur. On a lancé en 2024 notre deuxième millésime qui vise 1 milliard. Donc, on gère le plus gros fonds de cybersécurité d'Europe, toujours sur le private equity. Là aussi, on est au cœur de la défense et de la thématique de souveraineté. Et globalement, sur ces stratégies, on gère plus de 2 milliards d'encours. On investit également notre propre argent. Ça, c'est très propre à ce que l'approche de Tikehau à l'investissement, un alignement d'intérêts qui est très fort. On a 500 millions d'euros investis sur ces stratégies qui viennent de notre bilan, de notre propre argent. Ouais. Ça, c'est très important. Et ça nous permet vraiment de développer un écosystème. Plus de 30 entreprises dans lesquelles on a investi sur ces stratégies depuis 2020. Et puis aussi la capacité de s'entourer de partenaires de la filière. Et ça, c'est très important dans ce qu'on fait. Quand on investit dans la défense, par exemple, on le fait en partenariat avec Safran, Thales, Dassault, Airbus, les grands acteurs. Ça nous permet de monter en expertise, ça nous permet d'identifier les opportunités, de mieux investir. Et sur des industries qui sont très techniques, très fragmentées, cette capacité de travailler en partenariat est très importante et c'est ce que Tikehau European Sovereignty Fund aussi prétend faire. Ouais, on va en parler effectivement. Vision long terme, donc ciblage des secteurs critiques. Et puis vous analysez ce que vous appelez les chaînes de valeur européennes. Qu'est-ce que c'est cette chaîne de valeur ? Alors effectivement, ça, on est aussi au cœur de ce qu'on propose. On comprend que ce fonds thématique action, il va avoir 2 relais de performance. Un premier relais de performance, c'est de dire, OK, on a identifié ces grandes industries, ces grands secteurs stratégiques qui doivent pouvoir bénéficier de ce ruissellement des capitaux publics et privés sur la thématique. Donc ça, c'est un premier vecteur de performance. La marée qui monte doit me faire monter tous les bateaux. Deuxième vecteur de performance, c'est l'idée d'aller faire de la sélection de valeur. Donc là, on n'est pas sur un ETF, on ne va pas aller sur du fourre-tout, mettre tout et n'importe quoi. On est dans un monde où il faut être différenciant, où il y a beaucoup de dispersion. Et là, on propose au sein de cette stratégie notre capacité de sélection de valeur, nos équipes d'analystes. On va aller chercher dans chacune des filières les meilleurs acteurs de chacune de ces filières à des niveaux de valorisation que nous considérons raisonnables. Et c'est ce ressort de performance-là aussi qui sera très important. On focus justement sur ce fonds que vous avez lancé en 2023, TESF pour Tikehau European Sovereignty Funds. On rappelle évidemment que les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Néanmoins, si on fait un point d'étape, on est à combien en termes de performance ? Alors, sur l'année, sur la part institutionnelle, on est à un peu plus de 15% de performance aujourd'hui, donc ça a été assez spectaculaire, évidemment, avec la thématique de souveraineté qui est devenue complètement incontournable aujourd'hui. Il n'y a pas une seule journée où on ouvre un journal sans voir une nouvelle sur cette thématique. Et globalement, sur la plupart des industries dont on a parlé jusqu'à présent, on a vu une très très belle performance, y compris de la défense, mais pas que. Donc ça a été effectivement une belle satisfaction jusque-là. Mais encore une fois, une forte intuition que, comme dans le cas de l'IA, comme dans le cas de la transition énergétique, comme dans le cas de la vieillissement des populations, c'est une méga tendance et que probablement celle-là est vraiment aux toutes premières heures de sa vie. Ça va continuer bien évidemment au vu de la situation géopolitique, on va dire complexe, c'est le moins qu'on puisse dire, des marchés toujours volatiles. À quoi on s'attend si je vous demande de prendre votre boule de cristal, Raphaël, pour 2026, donc méga tendance, on peut continuer à investir et plus globalement sur les marchés, est-ce que vous attendez encore à une année volatile? On rappelle, on a l'impression qu'il est là depuis plus longtemps, mais ça sera que la deuxième année avec Donald Trump. Et oui, on considère que ça reste un bon moment pour être investi. Alors, on ne s'attend pas à ce que l'année soit aussi belle que 2025 ou celle d'avant. Les valorisations vont contraindre la performance, c'est une certitude. En revanche, au-delà du bruit et de la fureur quotidienne et de l'aspect anxiogène que les nouvelles peuvent nous réserver, quand on dézoome et qu'on regarde les conditions de marché actuellement, on voit une croissance positive et qui réaccélère probablement en 2026 en Europe et aux États-Unis. On voit une capacité de génération de résultats, de bénéfices qui reste très impressionnante de la part des entreprises.
Et puis on voit une politique monétaire qui est de plus en plus accommodante, une Fed qui va couper ses taux, une Fed qui coupe ses taux à un moment où l'économie réaccélère, c'est pas courant. Et globalement, lorsque vous regardez ce cocktail de données fondamentales, c'est plutôt un bon moment pour être investi. Alors faut être discipliné, il y a des bulles d'exubérance, il y a des bulles de valorisation, mais sur certaines grandes thématiques qui concentrent la croissance aujourd'hui, on doit pouvoir tirer parti en termes de performance pour l'investisseur. Évidemment, vous avez bien compris que dans notre cas, sur l'Europe en particulier et la souveraineté, on pense qu'il y a un vrai potentiel. Voilà, la souveraineté, donc vous l'avez compris, comme thématique durable. On l'a vu aussi multidimensionnelle. Une deuxième vidéo d'ailleurs sera faite bientôt, dans les prochaines semaines, sur justement ces 5 piliers stratégiques. En tout cas, c'était un plaisir d'avoir vos explications. Raphaël Thuin, merci. Je rappelle que vous êtes responsable des stratégies de marché de capitaux chez Tikehau Capital. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.